Voilà, bonsoir et bienvenue. J'ai la tâche ce soir de vous donner aussi la bienvenue, mais aussi de modérer cette rencontre. Vous avez bien sûr lu le titre, Comment raconter l'Europe, tabou, image, pouvoir. Je m'appelle Nicolas Settari, je suis le directeur de l'Académie Sint-Lucas ici à Bruxelles, des arts visuels à l'Académie. Et cette conversation, comme vous le savez, autour de l'Europe, a lieu à l'occasion de la sortie en français chez Gallimard du livre de Luc van Middelaar, Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique. Le livre même n'est pas le sujet de la conversation, mais vous verrez qu'on y reviendra à plusieurs reprises. Cette rencontre est dans le cadre des événements, des activités de Beaux-Arts Agora, et comme peut-être vous avez eu l'occasion de le lire, est aussi soutenue par l'ambassade des Pays-Bas auprès de la Belgique et la Evans Foundation. C'est à Beaux-Arts qu'on se retrouve et on ne pourrait pas imaginer un meilleur endroit, à la charnière du débat politique et de la représentation artistique. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour parler et discuter de la représentation du pouvoir européen, de la possibilité du récit journalistique, historique, mais peut-être aussi artistique, visuel, sur cette étrange chose qui est l'Union européenne, parce qu'elle reste une étrange chose. Et je me permets de partager une image qui m'est venue à l'esprit pendant un moment de préparation de cette soirée. L'Union européenne est peut-être le Léviathan d'aujourd'hui, la baleine qui soit nous enveloppe ou qu'on se retrouve à chasser, comme dans Moby Dick, qui est la grande allégorie de la démocratie aux États-Unis. Je crois que nous avons aussi besoin en Europe d'un récit comparable à celui de Melville, d'une allégorie et d'une narration qui exprime le conscient et l'inconscient de notre union. Et je me permets de citer, c'est les invités que je vais introduire dans un moment me le permet, une petite phrase du livre de Melville pour commencer la soirée. Je soutiens qu'un philosophe universel ne peut pas, quand bien même il irait de sa vie, relever une seule influence pacificatrice ayant eu, au cours des 60 dernières années, un pouvoir aussi étendu sur le monde entier, pris en bloc, que cette noble et grandiose chasse à la baleine. D'une façon ou d'une autre, elle a entraîné des événements si remarquables en eux-mêmes, si importants dans leurs conséquences permanentes, qu'on peut bien comparer à cette mère égyptienne qui mettait au monde des filles déjà gravides à leur naissance. Ce serait une besange sans fin et sans espoir que d'établir un répertoire de ses mérites. Voilà, si on remplace la chasse à la baleine par l'Union européenne, la rime est là, on peut peut-être comprendre qu'on est là aussi ce soir pour réfléchir pas seulement sur les manques, mais aussi sur certains mérites de cette créature, de cette création. Les intervenants de ce soir, chacun et chacune à sa manière, ont énormément à offrir dans cette recherche partagée, et c'est avec beaucoup de plaisir et un sentiment de profond respect, en considérant leur taille intellectuelle, que je les introduis maintenant. Florence Autré est journaliste. Elle est auteure de plusieurs livres qui abordent des questions européennes, comme L'Amérique à Bruxelles, Europsychose, dans les coulisses du pouvoir européen, et notamment aussi une biographie d'Angela Merkel. Sous le pseudonyme de Philia, peut-être vous me direz pourquoi, ce pseudonyme, après, elle a publié sur Le Monde en 2011 la fiction politico-financière Terminus pour l'euro. C'était 2011. Elle est correspondante à Bruxelles pour le journal La Tribune et, de Genève. Elle a été décorée de la Bundeswehrdienstkreuz de la République fédérale d'Allemagne. Marcel Gauchet, philosophe et historien, c'est une des personnalités majeures de la pensée et du débat intellectuel en France. Et c'est, je me permets de dire, avec beaucoup de courage intellectuel qu'il a remis en question l'héritage des penseurs considérés comme fondateurs de la pensée postmoderne, comme Michel Foucault et Jacques Derrida. Sa critique est peut-être particulièrement d'actualité en ce moment avec les différents anniversaires et commémorations du 68, même si on sait que peut-être c'est pas tout à fait la même chose, postmodernisme et 68. Il est rédacteur en chef de la revue Débat, qu'il a fondée en 1980 avec Pierre Nora,
Et il est directeur émérite du Centre de recherche politique Raymond Aron à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il y a plus de 30 ans qu'il publiait un de ses livres les plus connus, Les deux enchantements du monde, une histoire politique de la religion. Parmi ses livres plus récents, une biographie de Robespierre en 2018 et L'avènement de la démocratie en 2017. Il a reçu récemment le prix européen de l'essai de la Fondation Charles Veillon. Et maintenant, Luc van Middelaar, qui est aussi philosophe et historien. Luc a été conseiller du premier président du Conseil de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, entre 2009 et 2014. Et son livre « Le passage à l'Europe » a été publié en 2009 en néerlandais et publié en plusieurs langues après, et a reçu le prix du livre européen en 2012. Luc, c'est ce qu'on peut appeler un théoros moderne. Et pardonnez-moi cette petite référence philosophique, mais le théoros dans la Grèce ancienne était un témoin actif, envoyé comme observateur à des rites olympiques ou des festivals sacrés, et il avait la responsabilité à son retour de donner un compte rendu capable de communiquer les vérités qui étaient révélées pendant ces rites, les vérités que peut-être même les gens qui y participaient ne voulaient pas admettre. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait dans son livre « Quand l'Europe improvise ». La vitalité de sa manière de décrire les scènes du théâtre politique européen, les personnalités et personnages qui l'animent est vraiment frappant. Et comme Melville, il sait raconter les mérites de la baleine. Comme vous l'avez lu dans le titre, il y a 3 thèmes qu'on va aborder au long de la conversation. Les tabous, cette question des tabous dans le langage et dans le discours autour de l'Union, comment contourner les tabous qui empêchent le récit, tabous comme le mot frontière ou différence, conflit. Deuxième partie, on se centrera autour de la question des événements, les grands événements qui chaque jour on voit dans les médias, dans la presse, mais qu'on n'arrive pas toujours bien et souvent pas bien à comprendre. Comment les rendre aussi images et comment les rendre quelque chose de compréhensible. Et finalement, et donc ça c'est le présent, on tournait plutôt vers le futur, on va aborder la question des pouvoirs et aussi voilà quel système pour l'Europe de demain, quelles idées pourraient donner une nouvelle structure face à cette nouvelle politique de l'événement qui est une des thèses centrales aussi du livre. Donc je me tourne vers les invités. On va d'abord montrer, Luc, un petit vidéo, je pense. Tu veux l'introduire? Donc ça c'est... Belgique, il y a... Oui. Merci Nicolas pour cette introduction. Merci à vous tous d'être venus pour introduire le thème des tabous. Je voudrais commencer juste par un petit film de 20 secondes et je vous explique de quoi il s'agit. Vous allez voir, entendre Paul-Henri Spaak. Après un conseil des ministres quelque part dans les années 60, on lui pose une question, il répond. Et pour moi, ça exprime à merveille les origines des tabous et de la promesse, mais on en parlera après. Mais donc c'est très rapide. En Belgique, il n'y a pas eu de compromis très important. Là, il faut accepter certaines choses qui ne sont pas agréables, mais je répète toujours la même chose. Prenez d'un côté la margarine et prenez de l'autre côté la construction de l'Europe. Oui, mais c'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un va mettre la construction de l'Europe définitivement en échec pour le problème de la margarine? Non, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Oui, moi je trouve ça génial. Ça résume toute la problématique. Et on voit l'impossibilité du récit au début, parce qu'il y a d'un côté cette grande promesse de l'Europe, de la construction de l'Europe, de la paix avant tout, et l'autre côté, toutes ces discussions qui duraient déjà depuis des années sur la margarine, la TVA, etc. Et pour lui, ça n'a pas beaucoup de sens d'en parler, de toutes ces petites bagarres et batailles au sein du Conseil, etc., puisque tout cela est en quelque sorte absorbé par le trou noir de l'Europe, de la construction de l'Europe. Il faut aussi regarder d'ailleurs le visuel. Le margarine, c'est tout en bas, hein, et l'Europe, c'est plutôt en haut,
où il pointe. Et chez lui, c'est très sympathique. Et c'est aussi au tout début. Mais ça a imprégné toute une pensée, dans le sens que pour, disons, les pères fondateurs, l'Europe était une promesse. Paix, Europe, réconciliation et tout cela. Mais alors, pour rendre cette promesse crédible et pour défendre le projet et l'idée, il fallait passer sous silence un certain nombre de choses et de problèmes. Comme l'idée même de pouvoir, de puissance, l'idée qu'il y avait des différences entre les États membres, puisqu'on était tous censés être égaux dans la communauté, l'idée de conflits, d'intérêts nationaux, tout cela, on n'avait pas le droit d'en parler. Et c'est compréhensible au début, puisque cette Europe, c'était vraiment une toute petite plante fragile qu'il fallait protéger. Mais c'est plus tellement crédible maintenant. Et le problème, ça a aussi créé, disons, des ornières conceptuelles, des structures de pensée qui font qu'il y a toujours des vestiges de cette pensée-là. Et donc, il y a comme d'une part, il y a la promesse, belle promesse, mais comme un revers de médaille, il y a un certain nombre de tabous que j'ai cités, on pourra en parler longuement, peut-être il y en a d'autres, et qui sont maintenant sous pression. Maintenant, on doit parler de la frontière, on ne peut plus nier différence de puissance entre les États, etc. Et je crois que par rapport à la question du récit, la difficulté, c'est que si on n'a pas le droit de parler de différences, de conflits, d'intérêts, d'identité et de frontières, de quoi peut-on encore parler en tant que journaliste qui veut raconter ce qui se passe ici à Bruxelles, où il y a des décisions importantes qui se prennent, où il y a une vie politique censée avoir lieu? On est un petit peu démunis. Mais si on revient sur cette question un peu du moment de départ de l'Europe, de l'Union européenne, les années 50-60, et le rôle des juristes dans cette fondation européenne, et comment, justement, c'était peut-être aussi, c'est pas aux juristes de faire des promesses, c'est plutôt de faire un autre sort de travail. Mais je voulais c'est discutable peut-être, mais je voulais vous inviter, Florence, à prendre la parole, parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, et voilà, donner un peu votre point de vue sur ce thème-là. Oui, merci Nicolas. D'abord, je voulais remercier Luc de l'invitation et dire que c'était un grand plaisir de participer à cette conférence à vos côtés, à ceux de Marcel Gauchet. Oui, on parlait de tabous et de la difficulté de nommer les rapports de pouvoir, les rapports de puissance, puisque l'intégration européenne se définit comme une espèce de négation en fait du conflit, puisque c'est la paix, voilà. Or, il y a des faits qui montrent et qui sont complètement sous le sable et qui sont utiles de rappeler. Bon, simplement aussi le fait que la première communauté, la communauté européenne du charbon et de l'acier, était en fait pas... On fait du 9 mai 1950 une sorte d'étincelle de commencement absolu, mais ça s'inscrivait dans tout un processus diplomatique concernant le désarmement allemand, qui était une impasse, et c'était juste un trick. Bon, après, c'est devenu l'Union européenne, donc évidemment, c'est le début de quelque chose, mais à l'époque, c'était juste un moyen de sortir de l'impasse des conférences de Londres, et donc voilà, donc et qui était clairement en fait donc un moyen de comment dirais-je, de contrôler en fait le réarmement industriel de l'Allemagne que la France n'arrivait pas d'empêcher, et donc cette idée géniale de dire eh ben on va se réarmer ensemble, de concert, puisque de toute façon il va bien falloir que vous réarmiez puisque les Américains le souhaitent. Donc ça c'était bon, ça c'est un récit qui est évidemment pas fait. Parce que la déclaration du 9 mai 1950 s'est présentée comme une espèce d'illumination, en plus Schuman, qui est un peu comme ça, un mystique. Alors on a l'impression que vraiment, il a vu la Vierge Marie, et puis il est allé dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay en disant « Allemand, je vous aime ». Donc
c'était très audacieux, je veux dire. Ben, enfin, ça tombait pas complètement du ciel non plus. C'est une première chose. Oui, et la deuxième chose sur ce que disait Luc, c'est-à-dire donc la difficulté au début d'assumer le fait qu'il y avait des conflits d'intérêts entre les pays, qu'il y avait des enjeux commerciaux, et on pouvait juste dire on fait l'Europe, on fait l'Europe, on fait l'Europe. Bon, en fait, il y a une bataille qui n'était pas une bataille entre les pays, mais qui était une bataille en fait politique qui a eu lieu au début de la construction européenne, qui est une bataille entre les juristes et les politiques. C'est-à-dire quand même au fondement de l'Union européenne, il y a une revanche. Et pas seulement des juristes, hein. Enfin, c'est pas juste les professeurs de droit, quoi. C'est des conseillers, c'est des gens très identifiés, des conseillers d'État, c'est des économistes, etc., qui inventent le droit européen à partir de 1953. Et personne voit venir le truc parce qu'ils travaillent sur le prix du charbon et de l'acier, les quantités de production, tout ça. Tout le monde, enfin, voilà. Mais ils jettent les bases. C'est des gens, des éminences dans leur pays, et ils construisent un droit. Et puis, ils font le coup d'État en 1963-64, Van Godenloos et Costa contre Enel, et ils inventent l'application directe du droit européen et la primauté du droit européen. Je veux dire, sans ça, il y aurait, et ça c'est quelques personnes très identifiées, il n'y aurait pas d'Union européenne. Donc moi je le lis, après je ne suis pas historienne, mais je le lis comme aussi un sursaut vital de l'Europe. Pas parce que c'est des éminences, c'est des gens, après on est d'accord ou pas avec eux, je veux dire, mais il y a Jacques Rueff là-dedans, par exemple. Jacques Rueff, c'était le premier juge français à la Cour, celui qui a fait la réforme monétaire du général de Gaulle. Il a inventé le droit de la concurrence européen, il faut dire, ses arrêts dans les premières années, c'est fascinant, c'est des cours d'économie en fait, c'était pas du tout encore formaté comme aujourd'hui. Donc voilà, et là je pense qu'il y a un sursaut intellectuel de l'Europe à ce moment-là, de dire, écoutez, les politiques nous ont menés dans le mur, tous ces députés, ils sont bien gentils. Il y a quand même ça. Il y a une revanche de la technocratie. Il faut assumer quand même cette idée. Enfin, l'Union européenne n'assume pas parce que c'est très difficile à avouer. Mais c'est pas pour le mal en même temps, je trouve. Je veux dire, ces gens sont très sophistiqués. Ce qu'ils ont fait, le droit européen est une dentelle, hein, c'est magnifique. Donc voilà. Mais c'est sûr que on le raconte pas. Ça, c'est difficile à raconter. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas lieu à désaccord sur ce point. L'Europe s'est construite sur un choix du non-dit de ce qu'on faisait. Et il faut mesurer tout de suite ce que ça veut dire dans un univers démocratique qui est l'univers de la parole, qui est l'univers du programme, qui est l'univers de l'explicitation des buts. Le but n'est pas clair dès le départ. Le but, la promesse même qu'évoquait Luc, n'est pas claire. Dans l'esprit des concepteurs de l'Europe, Monnet au premier chef, l'horizon, c'est l'avènement d'un État-nation européen, d'un État fédéral. Mais on ne le dit pas. On ne peut pas le dire, d'ailleurs, puisque ce serait se mettre tout de suite une série d'obstacles sur les bras. Ensuite, on descend au stade opérationnel. Alors, au stade opérationnel, le non-dit a plusieurs formes. C'est trop compliqué. On ne peut pas. Il y a une difficulté technique qui est réelle. Sauf que la technique finit par produire des effets politiques qui, eux, deviennent illisibles. Ce qui est un problème énorme dans un univers démocratique où les citoyens sont supposés appelés à comprendre. Et puis, il y a un non-dit politique. C'est auquel on se heurte dès qu'on peut avoir, que ça m'est arrivé dans ma vie quelquefois, des conversations avec des responsables où on leur fait l'objection immédiate, mais ils vous expliquent pourquoi telle et telle décision est prise ou n'est pas prise, et surtout n'est pas prise. Parce que c'est plus souvent de ça qu'il s'agit que d'entreprises positives. On vous dit, mais si on le dit, on empêche le progrès de la négociation. Donc on ne faut pas le dire pour ménager l'espace de la transaction diplomatique qui se poursuit indéfiniment. Et puis, il y a le non-dit qu'évoquait Florence Autrey, qui est le non-dit technocratique, qui est très particulier puisque c'est au fond un projet politique qui ne peut pas dire son nom, mais qui, bel et bien, dans le cas de quelqu'un comme Jacques Rueff que vous évoquiez à très juste titre, est le projet d'une démocratie
gouverner plutôt qu'une démocratie gouvernante. C'est un vrai projet politique qui ne dit pas son nom. Si on laissait les peuples, il y a une expérience historique. L'Europe naît quand même dans le contexte post-totalitaire, avec quand même l'ennemi communiste à 2 pas, où on a l'impression, la méfiance des élites à l'égard des pulsions politiques des masses est considérable, et donc il y a une sorte de légitimité naturelle du gouvernement technocratique, puisque lui est supposé rationnel, échapper aux passions politiques qui est toujours un aliment de conflit, et viser un bien collectif pacifié, puisque le pouvoir de la règle a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il n'appelle pas l'émeute ou l'insurrection ou la révolution. Il se définit par des compromis acceptables par tous. Donc, c'est cet héritage structurel qui est aujourd'hui en question et qui crée un malaise croissant au fur et à mesure, tout simplement, que l'Europe est devenue d'un objet lointain qui, pendant très longtemps, par exemple pour les Français, était rattaché à la politique étrangère, ce qui est assez remarquable quand on y pense. Une absurdité, mais qui allait de soi, parce que c'était loin, tout simplement. Il y a 1000 récits qui racontent d'ailleurs comment la technocratie française, celle des ministères parisiens, regardait la construction européenne comme quelque chose dont on se demandait, qu'on mettait à la poubelle, dont on mettait les directives à la poubelle quand elles avaient l'air un peu de marcher sur les pieds de l'administration locale. On se demandait comment ils peuvent se permettre des choses de ce genre. Ça n'existe pas. Et puis on s'est aperçu que ça comptait, et ça compte de plus en plus. Et à ce moment-là, le décalage entre la vitesse acquise du processus européen et les exigences démocratiques à l'échelle en particulier d'un pays politisé comme la France, mais c'est vrai partout, on peut le dire des Anglais a fortiori, on peut le dire de beaucoup d'autres, crée un hiatus entre une direction qui a été prise et dont on peut très bien reconstituer la logique, auquel s'ajoute maintenant qu'il y a contestation, le refus de principe de la critique de l'Europe au nom d'un bien européen supérieur, qui serait, lui, à l'abri de toute contestation. C'est un non-dit supplémentaire, tressant, mais qui achève de verrouiller le système d'une manière qui rend la gestion de cette affaire extraordinairement difficile. Il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, disons un mot tout de même du livre de Luc van Middelaar, le fait même qu'il représente une exception dans le paysage intellectuel en dit très long. Je veux dire, on chercherait en vain, dans quelque langue européenne que ce soit, je pense, l'équivalent de ce qu'a essayé de faire Luc. Ça dit tout. C'est-à-dire que, normalement, je veux dire, dans un espace politique constitué habituellement, il devrait y avoir toutes sortes de propositions d'un récit européen qui serait concurrentiel entre elles. Mais il n'y en a pas. C'est une tentative tout à fait singulière, et reconnue d'ailleurs généralement comme telle, qui dit tout. Qu'est-ce qu'une construction d'un âge aussi vénérable qui est incapable de se raconter elle-même? Il sait bien qu'il y a là une difficulté très réelle, alors que les chercheurs sur l'Europe se comptent par milliers dans l'espace européen, mais on ne peut pas produire ce récit public où pourrait s'identifier l'ensemble des citoyens de l'Europe, fût-ce pour le discuter, mais sur une base où l'on se retrouve dans les repères principaux. C'est une des originalités du phénomène auquel nous sommes confrontés, avec lequel nous devons compter. Merci beaucoup. En effet, c'est assez singulier qu'on se retrouve autour d'un livre qui a pas beaucoup d'interlocuteurs, on pourrait dire, au-delà de ceux qui s'engagent maintenant à le lire attentivement. Florence, vous vouliez quand même réagir sur un point? Je voulais réagir parce qu'en écoutant Marcel Gauchet, j'avais peur qu'il y ait un malentendu. Donc, moi, j'ai parlé de la Cour au début parce qu'effectivement, je me suis penchée là-dessus. Mon propos n'est pas de dire que
l'Union européenne aujourd'hui en 2018 est dirigée depuis Luxembourg. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'à l'origine, il y a une fondation et qu'il y a l'énergie de ces gens-là pendant une dizaine d'années qui va jeter des bases. Après, voilà, après c'est une dialectique en fait entre les juristes et le politique. Et la Cour devient la clé de voûte de l'Union européenne. Sans la Cour, il n'y a pas d'union. Mais ça ne veut pas dire que le pouvoir est à Luxembourg, voilà. Et aujourd'hui, quand il s'agit d'aller chercher des poux à Viktor Orban parce qu'il fait des mauvaises réformes, c'est grâce à la Cour qu'on sait qu'on va pouvoir arriver au bout. Je veux dire, etc., etc. Enfin, il y a 1000 exemples. Donc voilà, je voulais juste pas dire que la Cour dirigeait l'Union. Ok.